Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Olivier Lefebvre qui est directeur d'un pôle gériatrique en Essonne pour le groupe LNA Santé. Et ensemble aujourd'hui on va parler de l'EHPAD plateforme, comment on fait le lien entre l'EHPAD, entre les aidants, entre l'accompagnement à domicile. Et comme tu as déjà bien avancé dessus, l'idée c'était que tu puisses nous présenter votre projet, ton projet, ce que vous avez mis en place et l'impact que ça peut avoir pour tout le monde. Mais avant de D'accord. commencer, Olivier, si tu peux te présenter. Oui, donc déjà bonjour à tous. Donc je suis, Olivier Lefebvre, donc directeur effectivement, d'un pôle, en charge des personnes âgées de plus de 60 ans sur l'Essonne. Donc moi j'ai commencé en 2006, au sein du groupe, GDP Vendôme. Donc j'étais, contrôle de gestion et j'avais voilà une vingtaine d'EHPAD, dans mon périmètre. Ensuite, je me suis tourné assez rapidement sur des postes de direction en EHPAD. Donc à partir de 2012, j'ai commencé comme directeur adjoint au sein des Diaconesses. Donc c'était un EHPAD voilà, qui était situé à Nation. Puis j'ai continué directeur adjoint dans l'associatif pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai intégré le groupe Domidep, dans lequel j'étais directeur de 2 EHPAD. Voilà, donc de 2016 à 2018. Et en septembre 2018, j'ai intégré le groupe LNA Santé. Voilà. Ok, sur un poste de directeur d'EHPAD au départ. Oui, tout à fait. Où est-ce qu'il y avait déjà le projet, du coup, et ce qui a pu être mis en place autour de ton EHPAD, autour de… Non, enfin, quand je suis arrivé sur l'établissement, il y avait l'accueil de jour qui avait ouvert il y a 1 an et demi, mais qui fonctionnait, voilà, qui fonctionnait pas beaucoup, qui était à 30 ou 40% d'activité. Et il y avait la plateforme d'accompagnement de répit aussi qui venait de se lancer. Il y avait une trentaine d'aidants à l'époque qui étaient accompagnés. Et au départ, c'était vraiment, voilà, c'était plus l'activité EHPAD qui monopolisait mon temps. Et puis, au bout de 6 ou 8 mois, une fois que voilà, j'avais pu remettre en place un certain nombre de choses sur l'établissement et l'accueil de jour, ensuite, j'ai pu me focaliser un peu sur les activités qui étaient en lien avec le domicile. Ok, donc la plateforme de répit, elle était en place en 2018 quand tu arrives. Ouais, elle venait de se lancer, mais voilà, elle n'était pas encore très connue. Tout était un peu archaïque. Les dossiers des aidants, ils étaient en version papier. Le dispositif n'était pas très connu et c'était vachement cloisonné. En fait, tous les services de l'EHPAD étaient vachement cloisonnés en fait, entre l'accueil de jour, l'EHPAD et la plateforme. Il n'y avait pas de lien entre les structures internes. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à aller sur ce sujet-là, à le creuser et à le développer quand même d'une manière assez conséquente, quoi. À en faire, je sais pas, j'ai l'impression, parce que tu communiques beaucoup aussi sur les réseaux, sur LinkedIn entre autres, mais de faire on dirait que tu centres en fait beaucoup les choses, j'ai l'impression, ou en tout cas à travers la communication, mais sur justement l'accompagnement plus global des aidants, Oui, le lien qu'il peut y avoir entre l'EHPAD et le domicile. ouais. Comment c'est venu? Bah, en fait, moi, ça fait 17 ans là, que je suis dans le médico-social. J'ai beaucoup échangé avec des familles les, sur les problématiques qu'ils ont pu rencontrer à domicile, le manque de soutien, d'accompagnement des aidants. Et donc, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'activité de la plateforme de répit,
voilà, j'ai assez vite fait le lien qu'il pouvait y avoir déjà avec les personnes qui étaient accompagnées sur l'accueil de jour. Et voilà, dans une logique de parcours, en fait, on a commencé à proposer systématiquement l'accompagnement de l'aidant à trentaine de personnes accompagnées sur l'accueil de jour. Et ensuite, dans la logique de parcours, ça se poursuivait. Enfin, dès qu'il y avait la personne aidée qui était en état d'aggravation, on lui proposait un séjour de répit sur l'EHPAD, en séjour OK. temporaire. Donc voilà, on a commencé à construire un peu cette logique de parcours il y a 3 ans et demi. Et ensuite, il y a 2 ans et demi, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt sur l'Île-de-France, donc voilà, PAPH, avec je crois une dizaine. Enfin, c'est un appel à manifestation d'intérêt dans lequel il y avait 10 appels à projets, dont, dont 2 qu'on avait ciblés, un qui était l'EHPAD territorial et un qui était l'EHPAD dans les murs. Mmh. Et donc, voilà, on a assez vite fait le lien avec les dispositifs qu'on avait déjà en interne, l'accompagnement des aidants et puis ce travail qu'on pouvait continuer à faire en amont avec une équipe mobile de son renforcée et, et un dispositif de prévention qui est l'EHPAD territorial. OK, donc finalement, vous avez plutôt répondu à l'EHPAD territorial plutôt qu'à l'EHPAD hors les murs? Ou vous avez été Bah, retenu? en fait, on a été retenu pour les 2. OK, du coup, vous avez OK. Mais Du en coup, fait, dans la construction des 2 projets, en fait, il y avait des liens puisqu'on à chaque fois, on a intégré la l'équipe mobile de la plateforme de répit, celle de l'EHPAD dans les murs et celle de l'EHPAD territorial. En fait, pour nous, pour moi, c'était un seul et même projet en quelque sorte, mmh, dans la c'est façon vrai dont on qu'il y a l'a beaucoup de construit liens, ouais. et cette logique de parcours. OK, je comprends. Pour est-ce que tu peux revenir très rapidement, mais sur la plateforme de répit, en gros, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche et Ouais. à quoi ça sert? Ah, alors la plateforme d'accompagnement de répit, donc c'est un financement à 100 par l'Agence régionale de santé. Donc nous, dans notre équipe mobile, on a une infirmière coordinatrice. Heu, donc c'est elle voilà, qui coordonne tout le dispositif. Et ensuite, on a également une psychologue voilà, qui va faire du soutien psychologique ou des ateliers de mémoire en groupe, et cetera, et cetera. Et puis on a une ASG qui va faire du relayage gratuitement à domicile pour soulager dans les activités de la plateforme. Donc il y a une première évaluation qui est faite par l'équipe mobile. Donc, on fait rentrer les dents dans un parcours de soins. Et ensuite, en fonction de cette évaluation, on va proposer un certain nombre d'activités de répit qui peuvent être à la fois du soutien psychologique, des groupes de parole, une sortie au restaurant, des ateliers aidants aidés. Bon, voilà, il y a une palette d'offres de services qui est assez large et on a construit un système d'information pour pouvoir tracer les évaluations de l'équipe mobile et voilà, pour aussi intégrer l'aidant et l'aider voilà, dans la continuité du parcours. Et dans cet outil, voilà, on peut suivre, on peut savoir que Madame X a eu un séjour de répit de telle date à telle date, qui a eu une évaluation avec une autre équipe. Enfin voilà, on a vraiment la continuité. Et ensuite, en sortie du dispositif, dès que l'état de santé de l'aidé se dégrade et que la personne doit être institutionnalisée, en fait, on a connecté notre système d'information avec tous les EHPAD qui sont sur notre territoire. Et donc, à ce moment-là, dès que l'état de santé se dégrade, l'EHPAD de proximité ou les EHPAD de proximité, parce qu'on aime bien donner un choix à l'aidant, voilà, reçoit en fait une demande de séjour temporaire. Et dedans, bah, il y a la pathologie de la personne, les besoins, l'aspect financier et ensuite, bah, l'établissement de proximité
prend le relais et organise le séjour temporaire ou permanent. Et donc, on assure vraiment la continuité en sortie du dispositif. Et, Ok. et donc là maintenant, on a rajouté en plus les pas dans les murs et les pas territoriales. On prend aussi avec le département d'activité du CLIC, Centre local d'information et de coordination. Donc là, maintenant, on est parti plus loin dans le système d'information et la logique de parcours, dans le sens où en fait le CLIC est la porte d'entrée à notre dispositif parcours. Donc, les évaluatrices du CLIC vont faire une évaluation sociale à domicile. Et ensuite, en fonction des besoins identifiés, elles vont s'appuyer sur les PAD territoriales pour tout ce qui est action de prévention, de formation auprès de l'aidé et des aidants. On met en place systématiquement la plateforme d'accompagnement de répit. Donc, on fait une évaluation du couple aidant-aidé. Et ensuite, s'il y a besoin d'un accompagnement plus spécifique, parce qu'en général, bon, il y a aussi des personnes qui sont accompagnées déjà par des SEAD ou des SEAD. Là, on peut faire intervenir l'équipe mobile de l'EHPAD dans les murs avec des temps de médecins, thérapeutes et des AEG qui seront à domicile pour faire de l'activité thérapeutique en individuel. Et donc, Ok. dans notre système d'information, en fait, on a un logiciel d'information qui est commun entre le CLIC, l'EHPAD territorial et la plateforme d'accompagnement et de répit. Donc, les personnes âgées accompagnées sont les mêmes sur les 3 dispositifs. Et ensuite, on a créé un système interopérable avec télégraphique sur les pas dans les murs. Et ensuite, de télégraphique, les infos sont envoyées sur NetSoin lorsque la personne elle arrive en accueil de jour ou en EHPAD. C'est un clic indépendant ou c'est vous qui le gérez? Alors, du coup, on va créer un GSMS avec D'accord, la branche médico-sociale du département. Et en fait, c'est le département qui est détenteur de l'autorisation. Et d'accord. via le GSMS, en fait, on fait une espèce de co-gestion Ouais, sur le d'accord. dispositif. Et après, on travaille avec tous les EHPAD et tous les services à domicile du territoire. Ok. Non, Mais en ma fait, question. ouais, Tu vois, ma question, c'est parce que mettre en place un système d'information commun, du coup, c'est tellement logique et tellement efficace. Et en même temps, c'est toujours délicat parce que chacun utilise un logiciel différent et souvent trouver une solution d'interopérabilité, c'est déjà harmoniser les pratiques. Et tout à fait. mais la logique du GCMS, du coup, d'avoir une forme de gouvernance commune, ça permet de simplifier la prise de décision. Et là, du coup, ça permet d'être efficace sur le système d'information. C'est pour ça que Tout à je fait. pose cette En fait, question. voilà, en fait, in fine, le GSMS qui est public d'ailleurs, et voilà, c'est l'instance un peu de coordination. Et après, on a pu construire ce système d'information parce qu'on voilà, on agrège sur un même porteur, entre guillemets, tous les dispositifs. Et ça permet après d'être plus efficient, même dans les orientations auprès des partenaires. Et pour les personnes âgées, ça leur permet d'avoir un guichet unique avec un seul interlocuteur. Et ça permet aussi de ne pas avoir de trous dans la raquette dans l'accompagnement des personnes âgées. Parce que grâce au système d'information, en fait, toutes les évaluations qui sont faites en amont par le CLIC, par l'équipe mobile, par la plateforme des aidants, etc., etc., enfin, voilà, on a une traçabilité complète lorsque la personne elle arrive en EHPAD. Et ça, c'est top. Et Alors, du coup, c'est l'un des avantages. Du coup, ma question, c'est à partir du moment où tu mets en place une plateforme de répit ou voilà, quel bénéfice vous avez pu constater dans l'organisation pour les personnes? Qu'est-ce que ça change? Parce que moi, je trouve que ce qui est génial avec la notion de plateforme de répit, c'est que euh, souvent et quasiment tout le temps, en fait, les personnes qu'on accueille, il faut faire l'accompagnement du résident, ça c'est normal, mais en oui, fait, il y a aussi l'accompagnement de la famille. Et ça, en ah, mais fait, bien à la sûr, base, c'est pas prévu, mais il faut le faire c'est quand clair. même parce que sinon, Oui, ça se passe mal. Et du oui. coup, là, vous avez structuré, en fait, vous vous donnez des moyens et la plateforme de répit, elle permet aussi de structurer l'accompagnement du proche et de l'aidant, en fait. En établissement, oui, tout à fait. En fait, en, en intervenant en amont des situations qui peuvent devenir complexes lorsque la personne elle est institutionnalisée, en fait, on va former les dents sur les pathologies, sur
lui apporter une information beaucoup plus fine sur tous les dispositifs d'accompagnement existants. Donc, au final, la personne aidée vit en meilleure santé et reste à domicile plus longtemps. Et lorsqu'elle arrive en établissement, bah, il y a une préparation qui est faite depuis plusieurs années auprès de l'entourage familial. Et donc, l'arrivée en institution se fait de manière beaucoup plus apaisée que toutes les entrées qu'on peut voir en urgence aujourd'hui en EHPAD. Ouais, voilà. Et ça change, mais ça change vraiment les choses. Parce que moi, je le vois sur l'établissement. Les familles qui sont déjà accompagnées à domicile ou par la plateforme, c'est pas du tout les mêmes entrées que ceux qui viennent en direct sur l'EHPAD. Ou personnes âgées, aucun accompagnement à domicile. La petite dame qui était complètement autonome se casse le col du fémur. Et puis elle vient en établissement quelques mois pour des soins palliatifs. Et puis, voilà, puis la famille, elle n'est pas du tout préparée. C'est un drame familial. Et ouais, c'est vraiment toutes ces situations-là qu'on peut, je ne vais pas dire éviter, parce qu'il y aura toujours des trous dans la raquette, mais en tout cas, en ayant un accompagnement beaucoup plus poussé et en accompagnant vraiment les dents, je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial. Et on le voit dans d'autres pays, au Canada, au Danemark, ils sont beaucoup plus avancés sur tout ce qui va être les dents, entre guillemets, au sens large du terme. Voilà, ça permet d'avoir finalement un parcours qui est beaucoup plus linéaire, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis moins sectorisé, finalement, moins cloisonné. Ouais. Parce que du coup, c'est l'étape d'après. Vous avez commencé par la plateforme. Donc, comment finalement repérer, peut-être c'est un peu tout ce qui est prévention, c'est un peu tout ce qui est dépistage, c'est pas ça, mais la plateforme de répit, c'est comment on détecte et on accompagne plus ou moins les dents qui s'ignorent et qui finalement a peu d'aide parce qu'il gère lui-même et c'est comme ça qu'il s'épuise. Et finalement, il ne veut pas se tourner vers l'EHPAD parce qu'il en a peur, il ne sait pas qu'il a le droit ou qu'il peut faire appel à des services à domicile. Pour aller plus loin et pour avoir vraiment cette notion de filière, et c'est un peu aussi avec la logique EHPAD dans les murs, du coup, vous êtes en partenariat, même plus qu'en partenariat, vous gérez aussi, vous supervisez et vous coordonnez l'intervention de services à domicile, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors, en termes de repérage, en fait, au démarrage de la plateforme d'accompagnement de répit, on avait beaucoup de difficultés parce qu'en fait, on nous orientait les aidants lorsqu'ils étaient vraiment épuisés ou avec une charge mentale très importante. Donc, nous, notre volonté, c'était de pouvoir les repérer beaucoup plus tôt pour être justement dans cette prévention et pour les accompagner, d'être dans une logique de résilience et pas de gérer une situation qui est devenue trop difficile pour l'entourage familial. Et donc, en termes d'outils de repérage, en fait, le clic c'est vraiment un outil qui nous permet, parce qu'aujourd'hui, ils accompagnent 700 personnes âgées sur le territoire. Ça nous permet vraiment de pouvoir repérer en amont les personnes en difficulté, parce qu'aujourd'hui, le réflexe pour les personnes âgées, lorsqu'ils ont besoin d'informations, c'est ou de contacter les CCAS ou de contacter le clic de proximité. Donc, donc on a fait un travail d'information avec ces deux dispositifs. Et depuis que, là, avec l'intégration du clic et le système d'information commun, ça va vraiment améliorer l'efficience du repérage et ensuite toutes les actions de prévention qu'on peut construire derrière. Ouais, et puis la dimension de passerelle, savoir anticiper le moment où les interventions à domicile, c'est plus d'actu parce que c'est plus possible, parce qu'on a passé Oui. un cap où ça marche plus et où il faut vraiment se tourner vers un établissement. Et est-ce que, à l'inverse, vous arrivez à faire sortir des gens de l'EHPAD? Parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, se dire que l'EHPAD souvent est capable de redonner quand même une forme d'autonomie et que, à travers l'EHPAD dans les murs notamment, à un moment, c'est se dire, OK, maintenant que ça va mieux, on peut peut-être revenir sur Ouais. sur Oui, un alors en fait, accompagnement à domicile. nous, on a développé
sur l'EHPAD, notamment des courts séjours de 2 à 4 jours D'accord. qui, en lien avec la plateforme d'accompagnement de répit et l'EHPAD dans les murs, qui permet à l'aidant de pouvoir, voilà, souffler un peu ou gérer des démarches administratives. Et voilà, ça permet de pouvoir maintenir en fait les personnes plus longuement à domicile. Alors, en fait, ce qu'on arrive aujourd'hui, c'est à les maintenir plus longtemps à domicile. Après, maintenant qu'on arrive D'accord. à sortir des personnes de l'EHPAD pour qu'elles retournent à domicile, en général, quand elles viennent dans notre établissement, c'est qu'ils sont vraiment au bout du bout et Oui, que la prise en charge n'est plus possible. c'est ça. Et en même temps, quand il y a pas le choix, tu sais, c'est ça aussi le truc, c'est qu'on est que dans une situation où avec l'épuisement et des situations de Ouais, rupture, c'est ça. ça marche. Mais on a vraiment un objectif qui, en tout cas sur le pôle domicile, qui est le maintien le plus longtemps dans l'environnement voilà, naturel, on va dire. Ouais, Donc, en moyenne, on arrive à reculer l'institutionnalisation de 2 à 3 ans. Mais d'accord. voilà, plus on fait de la prévention, plus on arrive à Ouais. identifier des situations en amont et plus on est efficace. Oui, et puis faire en sorte que du coup, l'entrée en EHPAD au moment où elle est, indispensable se passe bien en fait. Parce que souvent ce qui fait peur aux gens, c'est l'inconnu, c'est le fait Oui, de pas savoir trop où on va et le fait d'avoir déjà comme interlocuteur, des gens de l'EHPAD, d'être, en lien. Finalement, il y a déjà, plus de confiance, j'imagine et ouais. des interlocuteurs, identifiés, ce qui fait que la transition doit se faire, beaucoup mieux, quoi. Oui, d'autant plus que sur la plateforme d'accompagnement de répit, sur certaines situations, on continue à les suivre, 3 mois après l'entrée en EHPAD. Ouais. Voilà, on essaie vraiment de les accompagner au maximum, dans voilà, dans cette notion de parcours, même quand il y a une évolution de l'état de santé ou de la situation. OK. Et du coup, si on parle de plateforme, au-delà Oui, de l'accompagnement, des aidants à travers la plateforme de répit, au-delà de ouais, l'accompagnement à domicile, est-ce que parce que c'est un sujet qui est encore un peu flou, on en a beaucoup parlé à un moment, on dirait pas de plateforme, maintenant voilà, il va y avoir oui. des appels à projets, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, en fait? C'est quoi la plateforme et quel rôle nouveau peut jouer l'EHPAD? Est-ce que toi, tu as une vision là-dessus ou un recul, des constats ou une intuition? Bah, en fait, quand j'analyse le décret du 27 avril 2022, voilà, qui détaille les modalités des centres ressources, territoriaux. En fait, tu as le volet 1 qui correspond chez nous à l'EHPAD territorial et le volet 2 qui correspond, à l'EHPAD hors les murs. Donc nous, on est déjà, dans la réalité de ce cahier des charges et ensuite, en fait, la mission de l'EHPAD plateforme, entre guillemets, c'est à la fois, de pouvoir mettre en place des actions de prévention auprès des personnes âgées qui sont à domicile et des professionnels, établissements ou domicile. Il y a tout ce volet prévention et ensuite, le deuxième volet qui est l'accompagnement renforcé, correspondant à l'EHPAD, hors les murs, quoi, en fait. Donc ça permet, en fait, d'avoir une espèce de pôle, gériatrique, de proximité, pôle ressources, Ouais, qui va venir en appui, des SAD, des SIAD, et puis de la population locale. Alors après, je pense qu'il faut aller plus loin, dans ce que propose aujourd'hui le décret, parce qu'aujourd'hui le domicile, voilà, très largement est pas, très bien structuré avec, une assise économique, voilà, qui est aussi un peu qui est limite, très parce tendu. que c'est souvent porté par des oui, voilà, qui est à flux tendu, par la réalité du statut associatif, voilà, pour un certain nombre de sujets et de sous-financement. Ouais, c'est ça. Voilà, donc et puis bon, il y a les services autonomie, qui vont, être déclinés à partir de 2023. Bon, pour moi, enfin, ça correspond en fait au SPASAD. Donc, Mmh. il y a des des réussites sur certains territoires, mais c'est assez, enfin résiduel
Et je ne suis pas convaincu que cette réforme permette de pouvoir réformer correctement et donner les moyens aux structures du domicile pour être dans cet accompagnement un peu plus renforcé. Euh, donc, nous, on travaille sur un projet avec le département et voilà, que je présenterai prochainement à la DGOS, de services autonomie intégrés. En fait, le principe est suivant. Le service autonomie, c'est pour qu'il y ait un seul interlocuteur. Donc, on fusionne les SAD et les SIAD. Okay. Sauf que quand il y a des soins complexes, on a toujours un troisième interlocuteur. Enfin, en tout cas, un deuxième, ce qui est l'HAD. Ouais. Donc, de mon point de vue, en fait, on pourrait directement proposer un service autonomie intégré avec les 3 dispositifs SAD, SIAD, HAD, en sachant que la structure financière des HAD elle est beaucoup plus solide que celle des 2 autres. Et ça permet d'avoir aussi une montée en compétences et en expertise, puisque sur l'HAD, tu as les médecins, tu as un certain nombre d'infirmières, des thérapeutes. Voilà, en fait, ça permet au final d'avoir une équipe mobile beaucoup plus qualifiée et structurée. Ouais. Oui, puis Et qui se parlent à la fin, parce que c'est ça le fond du problème. Exactement. En fait, la faiblesse du domicile, c'est qu'il y a un nombre incalculable d'intervenants qui passent, Exactement. mais qui ne se parlent pas. Exactement. Et alors moi, je ne crois pas beaucoup aux conventions, mais je crois beaucoup à l'intégration et aux partenariats plus intégrés via des GSMS, par exemple. Et donc, ce que je proposerais, à des GOS, etc., c'est un service autonomie intégré avec les 3 dispositifs. Et je suis convaincu que voilà, ça pourrait être une solution sur certains territoires qui est beaucoup plus efficiente que juste le service autonomie. Non, je suis d'accord. Je suis assez d'accord, c'est cohérent. Et en fait, c'est la logique de se dire que dans le SIAD, concrètement, il y a une IDEC. À l'HAD, il doit y avoir une IDEC. Et que si c'est la même IDEC, elle va avoir une vue globale sur tout ce qui se passe. Mais tu sais que ça existe déjà sur certains territoires. Moi, il y a 6 mois, je suis parti en Normandie rencontrer une plateforme SIAD HAD. Alors, du coup, c'est 2 autorisations distinctes, mais ils fonctionnent comme une plateforme, dans le sens où il n'y a qu'une seule IDEC qui gère les 2. Ouais, mais c'est ça la logique. Alors après, comment ça fonctionne? Parce que d'un point de vue un peu technique, la HAD, du coup, ça relève du sanitaire, donc ça doit être porté par un hôpital. Et les SIAD, en général, c'est des petites structures plutôt de ville, en fait. Non, l'HAD, c'est pas forcément porté par un hôpital. Nous, au sein du groupe de la santé, il y a des HAD qui sont indépendants, qui sont autonomes. Okay. Donc, non, il n'y a pas cette logique-là. Et de toute façon, il faut sortir des dispositifs et avoir une vue un peu à 360. Et voilà, proposer quelque chose qui est simple avec plus d'expertise pour les personnes âgées. Aujourd'hui, les personnes âgées, quand on les interroge sur la réalité des offres des services existantes, ils ne comprennent rien. Oui, les CPTS, les clics, les DAC. Clic, ça ne veut rien dire et ils ne savent pas où c'est, ce que c'est. Non, c'est sûr. Souvent, ils vont toquer à la porte de l'EHPAD et c'est nous qui leur disons, vous savez, vous avez le clic, vous avez ça, et qui expliquons comment ça marche. Sauf que du coup, ils ont perdu toutes les étapes intermédiaires et ils arrivent directement en EHPAD. Et ils viennent trop tard, ouais. Ils viennent trop tard. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, il faut vraiment essayer de proposer cette idée de guichet unique ou qu'une offre simplifiée, peu importe le porteur, mais qu'on apporte de la simplification. Le système d'information intégré, il est important pour qu'il n'y ait pas de loupés et qu'il y ait vraiment une continuité dans l'accompagnement. Aujourd'hui, avec une multitude de porteurs, en fait, il y a un certain nombre d'informations qui sont perdues entre l'accompagnement à domicile, déjà entre les intervenants à domicile et lorsque ensuite la personne elle arrive en établissement. Ouais, c'est certain. Il n'y a pas c'est rare qu'il y ait des transmissions entre le service à domicile et l'EHPAD. En général, c'est le médecin traitant ou avec le médecin hospitalier. Le médecin traitant qui va continuer à venir en EHPAD et qui, du coup, peut avoir un historique, mais et encore. Parce que souvent, en EHPAD… Et puis aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes âgées qui ont des médecins traitants.
derrière. Aussi. Non, mais c'est ça. Et puis pour peu que l'EHPAD il soit un tout petit peu loin, allez, 10 Bah, c'est kilomètres, ça. c'est plus le Oui, et puis, secteur du puis médecin souvent, qui ne voudra pas. les enfants, ils rapatrient leurs parents qui sont à Nice ou qui sont dans d'autres secteurs, pas tant proximité. Donc, du coup, Et des là, on fois, il y a perd toute l'info, hein, c'est clair. toutes les infos. Ok, super. Eh ben, merci pour toutes ces infos. C'est super intéressant de voir un peu, parce que on parle beaucoup de l'EHPAD du futur, mais là, du Oui, coup, on y est un petit peu quand même, parce que c'est ce qui va se passer, la logique de, d'ouverture de l'EHPAD, de lien, de repartenariat pour éviter justement que chacun travaille dans son coin. Et du coup, c'est super ouais. intéressant, parce que vous avez été précurseur et un peu pilote finalement, non? Vous n'êtes pas intervenu sur, vous n'avez pas eu de lien sur justement pour la rédaction de ce décret? Non, alors, non, parce qu'on on n'a pas eu de lien, parce que les dispositifs, on les a déclinés là sur les 6 derniers mois. Ok, Hem, mais voilà, là aujourd'hui, je suis en contact avec les conseils départementaux et les ARS, pour faire un retour d'expérience, sur, sur notre dispositif, par contre. ok, nickel. Et ben merci pour toutes ces infos, puis ben, on reste en contact Merci à toi. pour en savoir plus. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.